marécages et les seigneurs des berges. Il y avait surtout les souverains de la forêt et les créatures des eaux. Et tous n'étaient là que parce qu'il avait enfanté leur monde. Lui, le fleuve aux 12 noms. Les Indiens disent que ce fleuve est fait des larmes de la lune, désespérés d'avoir été séparés du soleil lors de la création. Depuis, tout un continent pleure, déversant dans l'Atlantique un volume d'eau supérieur au débit du Zaïre, du Nil, du Mississippi et du Yangtze-Kiang réunis. En partant de sa source située sur le mont Mismi, au Pérou, le fleuve porte en particulier les noms d'Apurimac, Marañón et Solimoes. Jadis, des conquérants espagnols crurent distinguer des guerrières sur ces berges. Depuis, le plus long fleuve du monde termine son cours long de 7025 km sous le nom d'Amazone. D'autres fleuves mêlent au ciel des eaux jaunes et limoneuses, ou noires et acides comme celle du géant venu du nord, le Rio Negro. Grossi de plus de 1000 affluents, le fleuve s'élargit. D'une rive à l'autre, il mesure bientôt plus de 30 km. Le fleuve prend alors des allures d'océan. Ses rives ne tracent plus qu'une ligne pointillée entre le ciel et lui. Le grand fleuve se dilate et se rétracte au fil des saisons. Ses débordements annuels peuvent repousser de 20 km chacune de ses rives. Quand cette histoire commence, les eaux sont encore hautes et l'agouti doré rôdent sur un territoire dont elles ont amputé la surface. Tandis que s'accompagne Latan au terrier, l'agouti aime trottiner sous les arbres, en quête de fruits trop mûrs que les singes font choir des branches. Il les grignote, assis, position dans laquelle ses membres postérieurs peuvent se détendre comme un ressort en cas de péril, car le danger est bien là, dans la quiétude du matin. Il est l'esprit même de la forêt. Le jaguar qui a flairé l'intrus pourrait se nommer Zuko, un nom qui claque et tranche comme un coup de griffe. Soudain, un souffle d'air porte l'odeur du fauve aux narines de l'agouti. Dans la grande forêt, le salut est toujours provisoire. Et l'eau n'offre de refuge qu'à celui qui veut bien tomber dans ses pièges. Zuko n'est guère affamé. En période de hautes eaux, les proies sont obligées de se partager des terres émergées moins vastes. Elles sont alors plus nombreuses à tomber sous le croc des carnassiers. L'agouti est toujours vivant. Zuko agace le rongeur à coups de pattes, à coups de dents. Dans un spasme, l'agouti prétend faire face à son prédateur. Dérisoire tentative, il renonce aussitôt. La mort semble arriver trop tôt. La fin du jeu surprend Zuko. Il observe sa proie, désormais inerte.
En un instant d'inattention, le mort se révèle vivant et prend la fuite. L'agouti semble avoir offert aux esprits de la rivière le dernier battement de son cœur, mais Zuko, méfiant, y regarde 2 fois. L'animal est bien mort. La proie est tombée à l'eau. Zuko la repêche sans empressement parce qu'il le faut bien pour que le jeu ait servi à quelque chose. Puis il hésite. Il prendra son repas dans les parages. En ces temps d'abondance, son territoire n'excède pas 5 à 10 km². Quand les proies sont dispersées, il lui faut un espace jusqu'à 100 fois supérieur. Mais la proximité d'une rivière, qui fournit le bain et le poisson, lui est nécessaire en tout temps. Zuko est né pour régner sur la terre et sur l'eau. Sur une autre rive que gardent des cormorans, une tribu redoutable et alanguie commence sa journée. L'un des membres du groupe, qu'un congénère amputa jadis d'une partie de son nez, se rapproche des siens. Le caïman et l'aigrette, indifférents l'un à l'autre, ont en commun le goût des berges molles, des marécages et des ruisseaux peu profonds où prolifèrent les poissons et crustacés dont ils se nourrissent. La journée vient de commencer, les caïmans réchauffent leur corps au premier rayon du soleil. Nez coupé fait partie de l'espèce dite à lunettes, en raison de ses paupières saillantes et de la protubérance osseuse placée sous ses yeux. Le bassin de l'Amazone semble avoir été créé pour le caïman. Partout, du bouclier guyanais au nord, au marécage du Pantanal au sud, il est ici chez lui. On distingue sa silhouette cuirassée dans les méandres des fleuves comme dans les eaux mortes des marais. Nez coupé, dont la mâchoire amputée a laissé se développer sans contrainte une dent inférieure démesurée, appartient à un groupe dans lequel tout repose sur les rapports de dominance. Il y a les forts et les faibles. On ne choisit pas. Nez coupé fait partie des seconds. Sa mutilation en témoigne. Sa tribu regroupe des animaux de tous âges, sexes et tailles. Ils sont plus d'une centaine à vivre en communauté sur ce bord de rivière. Le jour avance. Les caïmans sortent de leur torpeur et se mettent en place pour leur premier repas. Face au courant, ils ouvrent grand leur gueule. De petits poissons s'y jetteront sans s'en rendre compte. Ils seront avalés d'une simple secousse de la mâchoire. Ici, la pêche est une affaire de patience. Alors que les caïmans se contentent d'attendre le poisson, gueule béante, l'aigrette, elle, monte à l'assaut. Elle court, s'active et poursuit ses proies. Poissons, batraciens, mollusques ou insectes. La forme de son cou, comme un S qui se déplie,
lui permet de frapper vite et loin. Les plumes plantées sur sa nuque et à l'arrière de son dos ont failli faire disparaître l'espèce, tant les hommes les trouvaient belles, jadis, sur leur chapeau. Devant elle, un petit héron moins fébrile emploie la même tactique de pêche. Repérer la proie, frapper rapidement et avaler. Sous le regard d'un caïman dont les dents inférieures ont transpercé la mâchoire supérieure, un jabirou se mêle à la scène. Il appartient à la famille des cigognes dont il est l'un des plus puissants représentants. Il ne pêche que rarement en groupe et semble prélever sa dîme d'un air détaché. Ainsi passe le temps, lentement, marqué par de mesquines ripailles, petits butins, menus trophées. Il n'en faut pas davantage aux caïmans gavés, ni aux oiseaux repus. Et le temps passera encore comme l'eau s'étale, sans que rien ne l'accroche. Lassé cependant d'une si longue attente pour de si maigres proies, un caïman s'élance. Peut-être trouvera-t-il plus au large de quoi alimenter son impatience. Les dents du caïman, qui se renouvellent tous les 2 ans, ne lui permettent pas de mâcher, mais seulement de démembrer ses proies, ou de les faire entrer dans son gosier dans le bon sens, c'est-à-dire, dans le cas d'un poisson, la tête en premier. Les acides gastriques du caïman sont si puissants qu'en général, même les protéines des os ou des arêtes sont digérées. Dans l'étouffante épaisseur de la plus grande forêt du monde, une moiteur monte du sol au fur et à mesure que le soleil poursuit sa course. Zuko, le jaguar, inspecte encore sa proie. Il connaît désormais par expérience les ruses de la vie, mais ses précautions sont vaines. L'agouti n'est plus qu'une carcasse. Alors Zuko commence à lui arracher les poils. La tâche est un rite plus qu'une nécessité. Seule une partie du pelage sera ainsi traitée. Le jaguar, comme tous les félins, met du jeu et de la grâce dans ses actions. Retardant volontairement l'heure du festin, il semble hésiter, minauder, chipoter, puis il s'amuse à manipuler sa proie. Un instant alerté par un bruit dans le lointain, Zuko reprend l'agouti, le tourne et le retourne, le flaire et l'embrasse, l'examine sous toutes les coutures, comme s'il faisait connaissance avec son repas. Enfin, son croc s'enfonce dans le crâne fragile et moelleux. La mâchoire du jaguar est plus puissante que celle des autres félins d'Amérique ou d'Afrique. Elle peut broyer sans peine le garrot d'un cerf ou d'un tapir. Et sous la dent de Zuko, les os de l'agouti craquent comme des brindilles. La langue du jaguar est râpeuse, tapissée d'aspérité dirigée vers le fond de la gueule, ce qui permet à l'animal de nettoyer ce qui reste de chair sur un os ou un cuir. Zuko interrompt son repas. Son régime habituel est riche en poissons, en tatous, agoutis et autres petites proies.
Parfois, il ne dédaigne pas de s'attaquer à un jeune caïman ou à un pécari. En fait, le jaguar se montre opportuniste et consomme ce qui passe à sa portée. Il sait d'instinct, en cas de nécessité, quelles herbes et quelles feuilles avaler pour faciliter le transit intestinal et l'évacuation des selles. Sans se presser, Zuko s'éloigne, abandonnant sa proie. Un regret traverse son esprit. Il rebrousse chemin. Cet agouti à moitié dévoré, il n'en laissera profiter personne d'autre que lui. Dans cette région du monde, l'eau s'insinue partout. Au sud de la forêt amazonienne s'est formé sur 140 000 km² l'un des plus grands marécages du monde. On l'appelle Pantanal. Des millions d'oiseaux en ont fait leur refuge ou leur point d'escale sur la grande route des migrations. Aucun lieu au monde où le ciel, la terre et l'eau s'épousent aussi intimement qu'au Pantanal. Au rythme des saisons, les oiseaux arrivent et repartent. En effet, contrairement à ce qui se produit dans la forêt, il y a ici, vers juillet et août, une véritable saison sèche. Les spatules roses, oiseaux appartenant à la famille de l'ibis, se rassemblent au Pantanal en colonies nombreuses. On trouve plus souvent la spatule perchée au sommet d'un arbre qu'en plein vol. Le bel oiseau rose ne vole guère que par nécessité, pour se rendre d'un point à un autre ou pour rejoindre à la cime d'un arbre le grand perchoir communautaire choisi par son groupe pour le repos. Le bec de la spatule, au bout évasé et aplati, lui permet de happer au vol de menus insectes. Mais c'est dans la vase qu'il se révèle merveilleusement adapté à la tâche. Il fouille, filtre et agrippe de petits crustacés qui contiennent un pigment auquel l'oiseau doit sa couleur. Des récepteurs sensoriels placés sous le bec permettent à la spatule de pêcher au toucher. Certains jours, on pourrait croire que le ciel du Pantanal est une grande fleur rose, dont les pétales, les uns après les autres, tombent sur les branches des arbres. Au détour d'un affluent de l'Amazone, un groupe d'animaux farouches a délimité son territoire. Le moindre bruit les effraie, les met en fuite. Rien ne signalerait leur présence s'ils n'étaient eux-mêmes fort bavards et bruyants.
Les loutres vivent au milieu des jacinthes d'eau qui ont colonisé le bord de la rivière. Elles font résonner des bruits de soufflets, des cris d'alarme, des appels d'identification. Leurs vocalisations répondent aux nécessités les plus diverses. Une famille est ici réunie car, contrairement aux autres espèces de loutres, celle de l'Amazone se plaît à vivre avec ses proches. Voici Yaga, la mère, qui dirige la vie de tout le groupe, accompagnée de son compagnon, Deo. Une sœur de Yaga se repose au soleil, sur une branche qu'elle enduit par la même occasion de sa puissante odeur. Petite Tache, une autre sœur de Yaga, se distingue des autres membres de la famille par la seule et unique éclaboussure blanche de son pelage. Yaga et ses sœurs font preuve d'une activité débordante. Elles nagent, plongent, pêchent, jouent. Leur métabolisme très rapide met à leur disposition des réserves d'énergie abondantes, mais ces réserves s'épuisent vite et il leur faut s'alimenter au moins 4 fois par jour pour les reconstituer. La loutre de l'Amazone est appelée loutre géante, en raison de sa grande taille. De la tête à la queue, elle peut mesurer plus d'1,80 m. Parmi les loutres, il en est toujours une qui sort la tête de l'eau de manière à inspecter les environs. Les loutres aiment fréquenter les berges boueuses, sur lesquelles se lit la chronique de la montée et de la baisse des eaux. Le fleuve imprime ses pulsations au paysage. Voici quelques semaines, son niveau atteignait les racines de ces arbres, sous lesquels la famille de Yaga a creusé son terrier. Après 70 jours de gestation, Yaga a donné naissance à 2 bébés. Son compagnon, Deo, participe activement à leur éducation. Pour l'instant, les 2 jeunes loutres ne quittent presque pas le nid, dont les parois glissantes leur garantissent un peu de sécurité. Au fond du tunnel se tient leur mère. Abandonnant ses enfants pour un instant, Yaga part pêcher avec l'une de ses sœurs. Et c'est Petite Tache qui vient à son tour monter la garde et vérifier que tout est calme au terrier. Petite Tache aime patiner sur le sol glissant. De plus, la boue remuée par ses pattes, comme par celle de ses congénères, finit par capter leur odeur. Ainsi, les toboggans à l'entrée des terriers forment-ils des bornes odoriférantes, de véritables cocktails de senteurs qui signalent aux intrus l'identité olfactive du groupe. Yaga, aussitôt rejointe par ses sœurs, a extrait du terrier l'un de ses bébés. On s'empresse autour du bébé pour l'assister en cas de besoin. Mais Yaga, qui la grippe par le cou, décrète bientôt que la sortie a assez duré. Il est temps de rentrer. Peu à peu, l'eau se retire des marécages du Pantanal, au sud de la forêt. La plaine devient plus sèche. Du haut de son arbre, une famille de jabirus observe les étangs dont la taille se réduit et où les proies se concentrent. C'est la saison d'abondance où il est bon de naître. Grâce aux faveurs de la saison, cette poignée de duvet qui palpite deviendra un jabiru d'1,50 m, doté d'un bec long et lourd et d'une tête chauve. Pour l'instant, les plumes paraissent semées au hasard.
Il faudra 1 an pour que le plumage, d'abord terne et irrégulier, gagne son éclat et son implantation définitive. Le mâle, Joao, revient au nid où s'accompagne l'accueil d'un claquement de bec caractéristique. Une pigmentation anormale l'a doté d'un cou rouge sur toute sa longueur. Le sac à air, destiné à gonfler d'importance l'allure de l'oiseau face à ses rivaux, en paraît plus impressionnant. Normalement, le jabiru, qu'il soit mâle ou femelle, n'est orné que d'une bande vermillon à la base du col. La tête et le reste du cou sont noirs. On dit qu'un explorateur français s'exclama en voyant l'oiseau pour la première fois « Quel jabot rouge !» L'expression fut remarquée, passa d'une langue à l'autre et se transforma en jabiru. Plus haut, dans le même arbre, niche une famille d'ibis. Comme le jabiru, l'ibis appartient à la famille des cigognes. L'oiseau au bec noir et cintré veille sur 2 petits qui bataillent sous ses ailes. Ils resteront au nid moins d'1 mois avant de voler, moins longtemps que leurs voisins jabirus, qui ne s'envoleront qu'au bout de 7 à 8 semaines. En cette saison, sur l'Amazone large comme une mer, des piliers d'air et d'eau s'élèvent parfois pour relier le monde des nuages à celui du fleuve. Les tourbillons ondulent avec violence, anaconda géant dressé vers le ciel comme pour le dévorer. Mais les caïmans, surexcités par l'électricité de l'air, s'agitent en tous sens. Et quand le calme semble revenu, le fleuve se trouble soudain, agité par en dessous d'une fureur tapageuse. Rien rend la troupe hystérique. L'éclair blanc d'une aigrette qui prend son envol, ou le grondement du tonnerre qui s'éloigne. calme ne reviendra pas. La journée sera lourde de menaces et de drames. Depuis un moment, Kaloa sait qu'un étranger s'est placé sur son chemin coutumier. Elle reconnaît son odeur fade, qui ressemble à celle de la vase.
Elle savait bien qu'elle le rencontrerait, cet intrus qui vient de l'eau et qui ignore encore à quel point il doit la redouter. Kaloa ne se presse pas. Elle veille simplement à se tenir à l'arrière, de manière à éviter la gueule de sa proie. Yacaré, le caïman, est jeune et malade. Rongé par les poisons du fleuve, paniqué par l'orage, il s'est égaré par hasard sur le territoire des jaguars. Kaloa tente d'entamer sa victime. Elle ronge, grignote et mord, mais en vain. Le caïman espère que son cuir résistera longtemps au croc du prédateur. En attendant, réduit à l'impuissance, il fait le mort. Kaloa lèche Yacaré, réflexe ancestral, pour assouplir la peau d'une proie trop coriace. Puis elle reprend son souffle. Quand Kaloa se fait plus pressante, la stratégie du caïman échoue définitivement. Qu'elle la croie morte ou pas, elle ne laissera pas à sa victime un instant de répit. Alors celle-ci se rebelle. Cette fois, Kaloa s'est assuré une prise solide, à la gorge du caïman. Elle attendra le temps qu'il faudra jusqu'à ce que Yacaré meure par étouffement. Kaloa est encore occupé à tuer quand arrive Zuko, son compagnon, au moment le moins opportun. D'un rugissement, il lui fait comprendre que sa présence n'est pas souhaitée. Le jaguar mâle, soumis, fait mine de vaquer à ses propres occupations. Kaloa peut commencer à dépecer sa proie sans être dérangé. Zuko, envieux, se tient tout près, mais affecte de s'occuper à sa toilette. Soudain, sans raison apparente, Kaloa abandonne sa proie, hésite un instant et s'éloigne. Zuko, qui n'en croit pas ses yeux, se retourne pour vérifier que Kaloa se désintéresse du caïman. Il s'approche alors de la proie pour l'examiner à son tour. Alors que Zuko entreprend, ainsi qu'il en a l'habitude, de déplacer la carcasse pour l'entamer plus loin, Kaloa l'observe d'un air concentré. Zuko emporte vers l'eau le corps du caïman. Alertée et peut-être consciente de sa maladresse, Kaloa sort de son camp à soie et accourt. Le caïman est à peine tombé dans l'eau que Kaloa a déjà sauté, immédiatement suivi de Zuko. Kaloa cherche partout. Elle plonge la tête sous l'eau, arpente le ruisseau, revient sur ses pas, regarde à droite, regarde à gauche. Rien.
Enfin, elle aperçoit une forme sombre sur sa droite. Elle fouille l'eau trouble. Cette ombre entre deux eaux, hélas, ce n'était qu'une feuille morte. Profitant de cet instant de flottement, comme s'il oubliait qu'il faut avant tout retrouver la proie perdue, Zuko tente de s'accoupler à Kaloa. Furieuse, celle-ci le rabroue et passe à l'attaque. Un violent affrontement s'engage alors. Très vite, Zuko se laisse dominer, faiblesse dont témoignent ses oreilles couchées le long de la tête. Kaloa ne l'estime pas encore assez puni. Elle le maintient sous l'eau, implacablement. Défait, lassé, Zuko remonte la berge et se retire sur la terre ferme. Alors que, distraite par les ébats de son compagnon, elle ne la cherchait plus, Kaloa retrouve enfin la carcasse du caïman. Pour remonter son fardeau, Kaloa cherche en vain une pente en haut de laquelle Zuko ne l'attende pas. Pour ne pas s'attirer l'irritation de sa compagne qui vient de se manifester bruyamment, Zuko fait semblant, comme d'habitude, de s'occuper à autre chose. Se croyant enfin tranquille, Kaloa entreprend de briser la cage thoracique du caïman. Mais Zuko revient dans les parages. Kaloa suspend ses préparatifs de repas pour garder un œil sur lui. Dans une attitude de soumission, Zuko se contente de s'allonger près de la table du banquet. Kaloa peut enfin commencer à se repaître comme il convient à une souveraine de la forêt.
Rassasiée, Kaloa se lève et s'éloigne. Sans se retourner vers les reliefs de son repas, elle laisse Zuko, semblable à un mendiant qui soupire et quémande, se précipiter sur les restes de ce qui fut jadis un terrible prédateur. Tandis que Kaloa se livre au plaisir intime de la toilette, Zuko, qui ne fait pas la fine bouche, s'invite au deuxième service et plante son croc dans la carcasse déjà bien entamée. Tenté de le surveiller, Kaloa se ravise et s'endort, repu, indifférente aux frasques de son compagnon. Sous le regard de la lune, la forêt s'enveloppe de nuit. Une nuit lourde, profonde et magique. Ce soir, les esprits sont partout, comme si l'un d'eux habitait chaque herbe et chaque goutte d'eau. Xiao le tapir, qui a quitté les siens pour gagner sa liberté, découvre un nouvel univers fait d'odeurs et de goûts inconnus. Sur son corps, au moment du bain, une sangsue a fixé la ventouse qui prolonge sa bouche. Ses mâchoires dentelées ont incisé la peau du tapir. Ayant terminé son repas de sang, l'animal se laisse glisser sur le sol. Son corps, extrêmement musclé, peut s'étirer jusqu'à une longueur de 12 cm. Par une succession d'extensions et de contractions, la sangsue retournera à la rivière où elle demeurera jusqu'à son prochain repas. Xiao est âgé d'environ 3 ans. C'est l'âge où un tapir atteint sa maturité sexuelle. Son pénis, que termine une sorte de corolle, se tend, prêt à s'offrir à une femelle que l'animal n'a pas encore rencontrée. C'est la nuit, disent les Indiens, que s'accomplissent sous le regard de la chouette les sortilèges de la forêt. Un serpent arboricole raye d'un trait rouge le noir des ténèbres. Son œil est fendu d'une pupille verticale, caractéristique des serpents nocturnes. La langue fait d'incessants allers-retours. Elle ramène ainsi dans la bouche des paquets d'odeurs qui seront traités et décodés par un dispositif spécial appelé l'organe de Jacobson, directement relié au cerveau. Beaucoup d'animaux, comme les capybaras, ne se montrent pas moins actifs la nuit que le jour. Le capybara est le plus gros rongeur du monde. Outre les parents, une famille capybara compte généralement 4 ou 5 enfants. Mais ce sont de véritables tribus qui se réunissent la nuit près des zones inondées pour brouter les plantes aquatiques.
Et certains soirs, les capybaras semblent dévorer sur le sol les reflets de la lune. Xao continue d'assouvir son appétit, mais le gouffre est sans fond. Le plus gros animal de la forêt amazonienne passe le plus clair de son temps à manger. Sa faim est longue, irraisonnée et primitive, comme un héritage des temps originels où rien ne pouvait revêtir plus d'importance que la satisfaction des besoins primaires. Que des tapirs se rencontrent en Asie aussi bien qu'en Amérique du Sud est considéré comme une preuve que les terres émergées formaient jadis une plaque unique, le Gondwana. Le Gondwana se fractura en plusieurs continents, ce qui divisa en deux le peuple des tapirs. Ses ancêtres existaient avant les continents. Xao peut bien défier le temps et traverser la nuit. Un caïman est mort aujourd'hui sous le croc d'un jaguar. À l'échelle de la forêt éternelle, l'événement n'a pas plus d'importance que le froissement d'une aile de papillon dans l'air humide de la nuit. Comme hier, comme jadis, comme toujours, indifférents à la disparition de Yacaré, les membres de sa tribu ouvrent leur gueule aux poissons qui veulent bien s'y jeter. Ils ont su barrer le cours d'eau à son point le plus bouillonnant, là où les poissons affolés ne pourront les éviter. Parmi eux, Nez Coupé, le vieux caïman à la gueule amputée n'est pas le plus malhabile, et une sangsue égarée n'empêche pas ses mâchoires de claquer. Dérivant, inerte, entre deux eaux, ce dormeur finira bien par s'éveiller. Autour de lui, la tribu s'active mollement, alanguie sous la lune qui ruisselle. Soudain, les poissons deviennent frénétiques. Ils jaillissent, sautent, dansent, comme atteints d'une confuse ivresse. Mais leur liesse est un suicide. Les caïmans se gavent. Et tous seront repus quand s'achèvera cette nuit de ripaille.